Bonjour, bienvenue dans l'épisode 29 de Dessine-moi un divan. Le podcast pour penser la psychanalyse autrement. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, et je vous propose aujourd'hui de continuer dans la thématique secret, énigme, mythes et légendes familiales, en abordant la question de la psychanalyse en famille. C'est vrai ça, tiens, est-ce qu'on peut faire une psychanalyse familiale? Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? L'aventure nous attend, c'est parti! J'étais là, tranquillement à lire, prendre des notes, faire le plan de cette thématique, etc. Quand tout à coup, je me suis dit, mais nom d'un Oedipe, je n'ai pas pensé à parler de la psychanalyse en famille dans cette thématique. Après consultation avec la rédactrice en chef, à savoir moi-même, j'ai donc, d'un accord unanime, ajouté un épisode pour vous parler de ce sujet. La psychanalyse, c'est un travail de l'intime. Il arrive fréquemment que des personnes me disent que c'est trop narcissique ou égoïste comme démarche d'aller voir une psy pour parler de soi. Certes, c'est un rendez-vous avec soi-même. Et ce faisant, c'est un rendez-vous avec plein d'autres personnes, et même avec la société et le monde dans lequel vit la personne qui vient en séance. Je dis bien avec la société et le monde dans lequel vit la personne qui vient en séance parce que je ne vis pas dans les mêmes qu'elle. Non pas que je vive dans un monde parallèle ou que je vienne d'une planète exotique, mais parce que personne ne vit ni dans la même société, ni dans le même monde. Chaque personne a une vision et un vécu de la société et du monde qui lui est propre. Or, comme nous sommes des êtres de relations, nous parlons nécessairement des relations qui comptent, qu'elles soient plus ou moins épanouissantes ou pas, plus ou moins problématiques, on en parle. Et voilà qu'une personne qui était venue pour parler d'elle se rend compte que oui, elle parle d'elle, mais aussi beaucoup des personnes avec lesquelles elle a ou a eu des relations qui comptent, un peu, beaucoup, passionnément, et parfois même, si pour le coup je ne le souhaite à personne, à la folie. Et oui, spoiler alerte, on parle aussi beaucoup de ses parents. Ce qui ne veut pas dire qu'on parle de la personne multidimensionnelle, parmi laquelle figure la dimension parent. Non, on parle de la relation qu'on a avec une personne qui est un parent pour nous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a jamais accès à l'intégralité des facettes d'une personne. Jamais, quelle que soit la relation. Bref, on parle beaucoup de soi, certes, mais beaucoup de soi dans les relations aux autres. C'est à croire que tout est affaire de communication et de relation, et donc aussi de sens et de désir. Un individu n'est jamais un être isolé. Pour comprendre pourquoi il est empêtré dans des souffrances psychiques diverses et variées, il faut regarder l'ensemble de son histoire, et donc observer et interroger les relations fondatrices dans lesquelles il s'est tissé, ainsi que les expériences marquantes qu'il a vécues. Une personne est toujours au cœur d'un écosystème, donc, comme dirait l'autre, la seule constante est le changement, puisque tout bouge. Tout est dynamique en permanence. On ne peut donc appréhender l'histoire d'une personne sans observer toutes les constellations qui l'entourent et la traversent, en sachant aussi qu'on n'en saisira jamais l'ensemble de manière exhaustive et immuable. Ce qui fait dire d'ailleurs à Tisseron, au sujet d'études menées sur le sujet, qu'elle, je cite, confirme l'importance de prendre en compte la réalité sociale des générations antérieures dans la prise en charge des symptômes présentés par une génération, notamment dans le cas des histoires familiales marquées par une persécution ou un génocide. Chez les enfants nés de parents traumatisés, avoir connaissance de cette situation leur permet en effet de donner plus facilement du sens au malaise dont leur chair est marquée. En outre, le bénéfice qui en résulte est profitable aux générations futures car cela constitue les enfants de parents traumatisés en passeurs pour les générations suivantes d'une histoire familiale traumatique explicite. Ce travail constitue ainsi un élément majeur de la capacité de résilience de ces personnes, mais aussi de celle de leurs descendants. Eh bien, je suis d'accord avec lui. Faisons un petit bond en arrière, si vous le voulez bien. Dans les années 50, dans une petite ville de Californie du nom de Palo Alto, dans laquelle est en train de se créer un groupe de recherche qui sera appelé l'école de Palo Alto. À sa tête, il y a Gregory Bateson, qui va s'entourer de quelques autres personnes pour étudier la communication entre les êtres humains. Il va ressortir de leurs travaux l'idée que la communication interpersonnelle, c'est-à-dire entre les personnes, est au cœur de ce que vit une personne. Comme le disent très bien, donc je les cite, Dominique Picard et Edmond Marc dans leur livre L'école de Palo Alto, tout comportement humain a une valeur communicative. Et tous les phénomènes humains peuvent être perçus comme un vaste système de communication qui s'implique mutuellement, ce qui amène à l'hypothèse que les troubles de la personnalité ou du psychisme peuvent être ramenés à des perturbations de la communication entre l'individu, son entourage et le contexte dans lequel il évolue. Fin de citation. Parce qu'elles vont étudier les relations entre des individus et leur entourage,
Les chercheurs et chercheuses de cette école vont proposer un angle de vue qui n'avait pas été à ce point mis en avant jusque-là, ce qui va jeter les bases de ce qu'on nomme aujourd'hui l'approche systémique, ou la systémique. Tout système, que ce soit un être humain, une famille, un organe ou une société, est à appréhender en tant que système. Et un système, c'est un élément qui fonctionne sur autre notion clé de la chose, la rétroaction, ou le feedback pour les anglophiles d'entre vous. Qu'est-ce que la rétroaction ou le feedback ? Eh bien, c'est le fait qu'une action a un effet en retour sur celui ou celle qui l'a produite. Par exemple, si je parle à une personne, je vais non seulement adapter ce que je dis sur le fond et la forme à cette personne, mais je vais aussi tenir compte de ce qu'elle me renvoie tant verbalement que dans sa communication non verbale pour ajuster tout ça. En fonction de ses mots et des expressions de son visage, les changements de posture de son corps, le ton de sa voix, etc. Et ce sans même nécessairement m'en rendre compte consciemment, je vais modifier et ajuster la manière dont je m'adresse à elle et réciproquement. Ce qui revient à dire qu'il y a une circulation dans les échanges, une influence réciproque. Voilà l'idée, en gros. Or, ce que met en évidence le travail de l'école de Palo Alto, c'est le fait que tout système, et donc toute famille, va chercher à conserver en permanence son équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Il s'agit d'un processus de régulation qui va s'effectuer grâce à des changements qu'un système va opérer pour retrouver son équilibre, si celui-ci a été modifié. Ce qui amène les chercheuses et chercheurs de Palo Alto à s'interroger sur le rôle des relations familiales dans les manifestations psychiques et somatiques des personnes avec lesquelles elles travaillent. Les patients et patientes ne sont alors plus envisagés comme des êtres isolés, mais comme des êtres en interaction avec des systèmes dont ils font partie, et qui jouent un rôle plus ou moins conséquent dans le développement de leurs manifestations psychiques et somatiques. Ils vont donc essayer, justement, de comprendre comment les relations familiales provoquent et ou alimentent plus ou moins fortement ces dernières. Bref, tout ça pour dire qu'au lieu de juste regarder un patient ou une patiente, ils vont s'intéresser à son environnement et aux relations qui comptent pour lui ou elle. Les auteurs du Que sais-je sur l'école de Palo Alto disent une chose qui me semble fondamentale et que je cite. Le vocabulaire et les concepts utilisés par la psychiatrie ont donc trait le plus souvent à des états pathologiques. Cela l'amène naturellement à saisir la nature humaine à travers le prisme de la pathologie, beaucoup plus qu'à partir de la normalité, ce qui constitue un biais important dans la compréhension de l'humain. De plus, la normalité est souvent définie comme l'adaptation à la réalité. Mais de quelle réalité s'agit-il ? Observation et question très pertinente, il me semble en effet. Car quand on cherche quelque chose sous l'angle de la pathologie, on trouve une ou des pathologies. Quand on cherche à comprendre comment fonctionne quelque chose, on trouve un mécanisme. Quant à la réalité, the réalité, elle n'existe pas vraiment. Alors, bien sûr, on peut distinguer réalité objective et subjective, ou comme le propose l'approche systémique, la réalité de premier ordre et celle de deuxième ordre. La réalité de premier ordre est celle qu'on peut difficilement contester car elle est tout simplement factuelle. Par exemple, il pleut. Et celle de deuxième ordre est une interprétation de celle de premier ordre. Par exemple, il pleut parce que les conditions atmosphériques ont entraîné ce phénomène. Ou bien il pleut parce qu'on est au printemps. Ou bien il pleut parce que j'ai prié pour que mes plantations soient arrosées. Ou bien il pleut parce que je suis maudite, etc., etc. En psychanalyse, comme dans les autres approches psy, on va écouter ces deux réalités. Mais pas que. On va aussi essayer de comprendre comment l'analysant ou l'analysante en vient à cette réalité de deuxième ordre, à ce qu'on pourrait appeler une interprétation de la réalité de premier ordre. Et cette manière de voir la réalité, de la percevoir, de la penser, de la ressentir, bien au-delà de son aspect factuel, ça parle d'elle, de son histoire, des autres dans son histoire, des relations avec les autres, avec le grand autre, tiens, comme dirait l'autre. Il ne s'agit pas là de normaliser une manière de voir la réalité factuelle, mais de l'écouter, que la personne elle-même l'écoute, s'entende, et tente de comprendre ce que ça dit, de quoi ça parle. Je le précise, car ce qui est normal reste très culturel. Ça varie selon les époques, les sociétés, les familles. Le normal et son pendant, l'anormal, sont donc à prendre pour ce qu'ils sont. Un regard d'une société ou d'un groupe social sur quelque chose à un moment donné. Ce qui ne veut pas dire que certaines choses considérées comme normales dans certains groupes sociaux ou époques ne soient pas profondément dévastateurs. Normal et juste ou souhaitable, ce n'est pas la même chose. Pour prendre un exemple, battre un enfant a pu être une norme dans notre société il y a quelques décennies. Ce qui ne signifie pas que ce n'était pas dévastateur. C'était une norme, mais à aucun moment quelque chose qui soit juste. Ce qui veut aussi dire qu'en soi, une personne normale, ça n'existe pas vraiment.
elle est normale en fonction d'une norme arbitraire, culturelle, et donc changeante, en fonction des époques et des groupes sociaux. Ce qui n'est pas toujours simple à penser, car en tant qu'être humain, on a besoin de stabilité. Et pourtant, tout est en mouvement, nous y compris. C'est un des grands paradoxes de l'aventure humaine. Mais cela a des travers, notamment en termes de ce qu'on nomme aujourd'hui la santé mentale. Vous avez sûrement déjà entendu cette locution, et voici la définition qu'en fait l'OMS, Organisation mondiale de la santé. La santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Elle fait partie intégrante de la santé et du bien-être sur lesquelles reposent nos capacités individuelles et collectives à prendre des décisions, à nouer des relations et à bâtir le monde dans lequel nous vivons. La santé mentale ne se définit pas seulement par l'absence de troubles mentaux. Il s'agit d'une réalité complexe qui varie d'une personne à une autre, avec divers degrés de difficulté et de souffrance et des manifestations sociales et cliniques qui peuvent être très différentes. Pour tout vous dire, et cela évoluera très certainement à l'avenir, mais je ne suis pas à l'aise avec cette locution, car elle renvoie forcément à l'usage qu'on se fait de la santé. Elle est bonne, mauvaise, on est malade ou on ne l'est pas. Or certes, la définition proposée par l'OMS et que je viens de vous lire ne se pose pas en ces termes, mais cela renvoie nécessairement à l'usage qu'on fait du mot santé. Pour celles et ceux qui ont écouté les premiers épisodes, je prends l'exemple du terme bilingue à un moment pour illustrer ce point. Et donc, l'idée de santé mentale, ça m'embête. Pour en revenir à l'approche systémique, selon Don Jackson, l'hypothèse théorique de base est que la famille est la matrice fondamentale des phénomènes humains. Celle-ci n'est pas une addition de personnalités, mais constitue un système régi par des règles. Et d'ajouter, après avoir étudié la famille pendant de nombreuses années, j'estime pouvoir avancer qu'il n'existe pas de famille normale, pas plus qu'il n'existe d'individus normaux. Et je suis d'accord avec lui. Quand une relation se modifie, le système bouge. Mais on ne peut pas prévoir la manière dont ça va bouger. Une relation bouge dès que l'un des membres de cette relation bouge. Mais là encore, la manière dont la relation évolue n'est pas définie à l'avance. Et comme on évolue en permanence, les relations et les systèmes bougent en permanence. Alors, pas tout le temps, car il y a des phases de stabilité et des phases de changement, qui sont plus ou moins intenses. Don Jackson parlait des règles qui régissent le système familial. Les auteurs du livre déjà cité en dégagent plusieurs. Je cite : « Les normes définissent la place de chacun des membres. Les mécanismes homéostatiques par lesquels ces normes sont protégées et les comportements empêchés de s'écarter de la norme. Les mythes familiaux jouent un rôle incomparable. Ce sont des croyances partagées par toute la famille et qui échappent à toute critique ou remise en question. Les rôles familiaux sont des modèles de comportement, souhaités ou prohibés, attachés au statut au sein de la famille, rôle du père, de la mère, du mari, du fils, du frère. Le rôle ne doit pas être appréhendé de façon individuelle, mais interactive. Chaque rôle se définit par rapport à un rôle complémentaire. » Fin de citation. Et c'est là que la notion de recadrage proposée par l'approche systémique est intéressante, car le recadrage propose de changer de cadre de pensée, de modifier la perspective à partir de laquelle on perçoit les choses, quelle que soit la situation ou la relation. Et ça ouvre nécessairement des perspectives. En psychanalyse, on cherche souvent à regarder une chose sous plusieurs angles différents, comme un objet qu'on essaierait non seulement de regarder sous toutes les coutures, mais aussi en prenant du recul pour voir d'où il vient, comment il s'est construit. Une psychanalyse, on n'imagine pas avec plusieurs personnes allongées sur des divans alignés dans une pièce avec un ou une analyse dans son fauteuil. On a bien raison de ne pas se l'imaginer comme ça, car ça ne se passe pas comme ça. Enfin, pas à ma connaissance. Disons que, tout simplement, on n'imagine pas la psychanalyse comme une affaire de groupe. Pourtant, toute vie est une affaire de relation. On n'est donc jamais seul en séance. On est toujours bien plus nombreux car sont évoqués et convoqués les parents, les frères, les sœurs, les grands-parents, les amis, les amoureux, amoureuses, les collègues, les profs, les ceci, les cela. Bref, on est toujours beaucoup plus que deux dans tous les cas. Alors quand un parent demande rendez-vous pour son enfant, je reçois les deux. À moins que la demande vienne expressément de l'enfant qui demande expressément à être reçu seul, bien sûr. Mais, comme la plupart du temps, la demande vient des parents, je fais rentrer tout le monde dans mon cabinet. Et je demande ce qui les amène ici. À partir de là, plusieurs scénarios se présentent. Soit on travaille dans cette configuration, c'est-à-dire avec le ou les parents de l'enfant ou de l'ado. Soit on travaille avec l'enfant ou l'ado et de temps en temps, à sa demande, on fait venir le ou les parents quand ils souhaitent aborder quelque chose. Soit on travaille avec le ou les parents, car finalement on se rend compte que c'est davantage de ce côté-là que le travail a besoin de se faire. Soit on travaille avec le ou les parents et avec l'enfant, chacune et chacun de son côté.
Alors préférablement, c'est mieux que chacune et chacun ait son espace de travail avec un ou une psy différent, afin de maintenir un cadre de travail sécurisant pour tout le monde. Cela pose plusieurs questions. Est-ce que c'est une psychanalyse quand le travail se fait en groupe, parents et enfants par exemple, ou couple? Est-ce que c'est une psychanalyse quand le travail se fait avec un enfant ou une ado? On va commencer par la deuxième question. Est-ce que c'est une psychanalyse quand le travail se fait avec un enfant ou une ado? Eh bien, ça dépend de ce qu'on appelle faire une psychanalyse. Faire une psychanalyse, une vraie, c'est aller explorer son histoire avec le plus d'honnêteté possible envers soi-même. C'est aller explorer ce qu'il y a de plus terrible et de plus beau dans son histoire. C'est chercher à s'approprier son histoire, à tisser du sens là où ça ne fait pas sens. C'est aller au plus près de qui on est. C'est penser et ressentir sa vie, son histoire, pour être plus libre et plus conscient et consciente. Est-ce que c'est accessible aux enfants et aux ados? Oui et non. Presque tout autant oui et non que pour les adultes en fait. Disons que même si les enfants ou ados perçoivent que certaines choses de leur histoire ne sont pas justes, sont douloureuses, qu'il y a des choses qui clochent, cela ne veut pas dire qu'elles sont en mesure de les interroger vraiment, et donc de penser et ressentir véritablement ce qu'elles impliquent. Et cela n'a rien à voir avec une habileté cognitive. Les enfants et ados sont souvent capables de faire preuve de bien plus d'honnêteté envers elles-mêmes et eux-mêmes dans leur manière de voir et penser leur monde que beaucoup d'adultes. Ce n'est donc pas une question d'âge ou de développement cérébral. La capacité à interroger son histoire dépend de quelques paramètres. Il faut que certaines conditions soient réunies. La première, c'est le désir de comprendre, de faire émerger du sens, de se poser des questions et de se construire ses réponses. Cette première condition, c'est la condition sine qua non, car sans elle, une psychanalyse n'est même pas envisageable. Le deuxième paramètre nécessaire, c'est d'avoir un ou deux appuis stables sur lesquels compter pendant ce travail qui sera nécessairement déstabilisant. Cet appui ou ces appuis, ça peut être une relation amoureuse, amicale, familiale, un travail, une activité sportive, artistique, etc. La troisième, c'est trouver une ou un psy avec lequel ou laquelle ça le fait, avec qui le travail correspond à ce qu'on cherche. Ces conditions ne sont pas toujours réunies, ni pour les adultes, ni pour les enfants. Cependant, la particularité de la situation dans laquelle se trouvent les enfants ou ados, c'est la dépendance. Et elles sont dans une situation de dépendance affective, émotionnelle, psychique, matérielle, financière, etc. Or, comment questionner un système dont on dépend? Comment continuer à trouver sa place dans un système dont on dépend quand on se met à en penser les dysfonctionnements plus ou moins majeurs, plus ou moins graves? Cela peut être très complexe, voire impossible, pour des adultes aussi. Non pas parce qu'elles sont en situation de dépendance comme des enfants, quoi que ça arrive, mais parce qu'elles dépendent trop de représentations qu'elles se font de ce système familial, de leur vie et la manière dont elles l'ont construite. Et qu'interroger tout cela ferait planer la menace d'un effondrement psychique, même si ce n'est pas comme cela qu'elle le formule, et qu'elle se le formule. Quand les gens évitent soigneusement de se poser des questions, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas en mesure de se les poser. Cognitivement, tout le monde, sauf exception suite à des lésions cérébrales par exemple, le peut. C'est parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre sans risquer un effondrement trop dangereux. Or, on est câblé pour la survie, je le rappelle. Donc si on est menacé, on se protège. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la survie ne se situe pas au même endroit en fonction des personnes. Pour certaines, la survie passera justement par le fait de se poser des questions et d'interroger leur histoire. Pour d'autres, ça passera par le strict contraire. Là encore, rien à voir avec l'intelligence. La différence se situe dans les modalités de sens qu'on donne à son histoire, dans ce qu'on peut remettre en question sans s'effondrer pour de bon, mais juste suffisamment pour construire d'autres choses. Certaines personnes ont besoin de scier une branche vermoulue sur laquelle elles sont assises pour sauter sur une autre. D'autres considèrent que la branche n'est pas vermoulue, qu'elle est à conserver et restaurer, coûte que coûte, car, je le rappelle, tout a un coût. Côté pratique, le dispositif n'est pas tout à fait le même pour les enfants et les ados. Je ne leur propose pas de s'allonger sur le divan, quoique parfois, pour certains grands ados, pourquoi pas quand ça semble faire sens. Ni nécessairement qu'on reste assis en face l'un de l'autre. Souvent, l'occupation de l'espace est différente. Parfois, elles marchent, s'assoient par terre ou en tailleur sur le divan, s'y mettent à plat ventre, changent de place. Et elles dessinent, écrivent, amènent des objets, etc. Et elles prennent davantage de liberté avec l'espace. En fonction des choses qui me semblent bien uniques et complexes pour être clairement généralisables et identifiables, chacune et chacun fait ce dont il a besoin avec son histoire. Mais tout le monde est tendu, il me semble, vers le même but, vivre et donner du sens à sa vie. Bref, tout cela pour dire que le fait de faire une psychanalyse ne tient pas à l'âge, mais aux 3 conditions nommées plus haut. Le désir impérieux de se questionner et d'interroger son histoire, un ou plusieurs appuis stables, une ou un psy avec qui ça le fait. Parfois c'est possible pour des enfants, des ados, des adultes, des groupes, parfois pas.
revenons maintenant justement à la première question. Est-ce que c'est une psychanalyse quand le travail se fait en groupe, parents et enfants par exemple, ou couple? Bien sûr, on ne travaillera pas sur l'histoire de chacune et chacun autant que si le travail était individuel. Mais le travail sur la relation et ce que chacune et chacun y met peut se faire dans un questionnement et une recherche analytique. Est-ce qu'on peut appeler ça une psychanalyse? Je dirais que non. On peut dire que c'est un travail psychanalytique sur les relations familiales. Mais il ne peut se faire que dans une certaine mesure, puisqu'il n'est pas question non plus de faire une psychanalyse à tour de rôle en présence des autres. Ce ne serait d'ailleurs pas le bienvenu. Il y a des analystes qui ne souhaitent pas travailler avec un couple, un ou des parents et un enfant. Et c'est essentiel qu'elles s'écoutent et refusent ce genre de demande si elles n'en ont pas envie, car cela ne serait bénéfique pour personne. Personnellement, j'aime bien travailler comme ça, notamment dans le cas des familles, pour que les parents mesurent que leur enfant n'est pas un problème en soi et qu'il y a des choses à travailler au niveau familial, que ça concerne tout le monde, car nous ne sommes pas des êtres isolés. Quand bien même nous vivons dans une grande solitude, nous sommes des êtres de relations, traversés par les relations qui sont aux fondations de notre histoire, et celles que nous tissons aujourd'hui. Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.